Got North right clamp, South Fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous! Alors, aujourd'hui, on enfile notre pulsar manche, notre casquette avec le blason de North Carolina pour parler des dessous de l'arrivée de Bill Belichick en NCAA. Si vous ne connaissez pas le NCAA, le college football, c'est ça. Years wondering, is it all worth it? It's all led to this. La NCAA continue de grandir, de se professionnaliser, comme j'explique dans mon article cette semaine. Vous pouvez d'ailleurs trouver le lien dans la description de cette vidéo. Le fait que les athlètes étudiants vont désormais être rémunérés est un pas de plus dans cette direction. Cette professionnalisation se note aussi avec l'arrivée de Belichick, comme d'autres coachs, qui sont passés par la NFL et qui atterrissaient ensuite en NCAA. Bref, revenons à nos moutons. Et remontons de quelques mois dans le temps. Jeudi 12 décembre 2024, la petite ville de Chapel Hill, en Caroline du Nord, accueillait des centaines de journalistes de tout le pays pour la présentation de Bill Belichick comme nouvel entraîneur de l'équipe de football des Tar Heels de North Carolina. Les Tar Heels, c'est le surnom de leur équipe sportive. Cette université de Caroline du Nord, était plutôt connue pour son équipe de basketball, par où passait un certain Michael Jordan dans les années 80. Dans la section football, cette arrivée, c'est une énorme surprise pour tout le monde, et peut-être le plus grand accomplissement de l'équipe de cette université, tant les médias misaient sur un retour de Belichick en NFL à l'intersaison, après d'ailleurs une année sabbatique sans offre, on va pas se mentir. Mais le 8 fois vainqueur du Super Bowl, en tant que DC et entraîneur principal des Patriots, il prenait tout le monde de court et il signait un NCAA dans une université qui est très loin des Alabama, Georgia et autres universités au sommet du college football. Aujourd'hui, on va parler de comment se cuisiner alors cette arrivée de Bill Belichick en college football. Entre trahison, une légende virée, une mise à l'écart et des politiques qui s'en mêlent, l'embauche de Belichick, c'est digne d'un scénario d'un feuilleton américain. L'arrivée de Belichick, ça se fait sous les paillettes. Lors de sa présentation ce 12 décembre 2024, Belichick, qui avait alors fait toute sa carrière à NFL, il révélait en conférence de presse qu'il avait toujours rêvé de coacher NCAA, bien sûr. C'est difficile à croire, bien sûr, connaissant l'homme aux 302 victoires en saison régulière et qui peut toujours dépasser Don Shula, qui est le recordman avec 328 victoires en saison régulière. Belichick expliquait toutefois qu'il avait grandi dans un environnement où le college football était roi. Son père, il était entraîneur à UNC, à North Carolina, mais aussi à Navy. Belichick, il va remplacer une autre légende, Mack Brown, qui est une légende donc de la section foot US de l'université de North Carolina. C'est le coach avec le plus de victoires dans l'histoire de cette faculté. Mais Belichick, lui, il prenait le poste de Brown et il signait pour 5 ans jusqu'en décembre 2029 pour 10 millions par an. Bref, c'est le plus gros contrat jamais signé par un coach à l'université de North Carolina. Et c'est une preuve que les Tar Heels, ils mettent les moyens, ils veulent gagner. D'ailleurs, outre la salaire pour Belichick,
Et ils ont ajouté des millions de plus pour le staff qu'a demandé Belichick, le personnel en charge de la préparation physique, les nutritionnistes, etc., etc. D'ailleurs, dans le staff de Belichick, on retrouvera des noms familiers puisque 2 de ses fils en font partie. Steven, qui sera en charge des linebackers, et Brian, qui sera le coordinateur défensif et aussi le coach des safeties. Belichick, il débarque dans un programme qui n'a plus gagné la conférence ACC depuis 2016 et qui n'a jamais gagné le championnat national. Lors de sa présentation, donc, Belichick, forcément, il vendait du rêve aux fans de l'université, assurant que ils allaient devenir l'équivalent de la 33e franchise NFL, qu'il allait professionnaliser la section foot de A à Z en termes d'entraînement, de développement des joueurs, de système de jeu, sans doute proche de ceux de la NFL, forcément, et qu'il souhaitait mettre en place afin de faire de son équipe une équipe qui gagne et en même temps préparer les joueurs qu'il recrute pour la NFL. Maintenant, passons aux coulisses de l'arrivée de Belichick. Comme on a dit dans l'introduction, c'est digne d'un feuilleton américain. Tout commence fin octobre. Belichick, il contactait plusieurs personnes de son réseau afin de récolter le plus d'informations possible sur la situation des entraîneurs à travers le pays. Okay? D'abord à NFL. Plusieurs sources proches de Belichick qui soulignaient d'ailleurs que son attitude était assez suspecte et laissait sans doute transpirer une envie de retrouver un banc de touche le plus tôt possible. Dès la fin septembre, l'université de North Carolina, elle savait qu'elle devait se trouver un nouvel entraîneur. Une nouvelle saison moyenne avec un bilan de 6 victoires en 12 matchs et une défaite historique contre l'université de James Madison. 70-50, oui c'est du foot, c'est pas du basket. Et l'entraîneur légendaire Mack Brown, il avait alors annoncé aux dirigeants qu'il allait prendre sa retraite. Cette retraite, c'était une opportunité pour l'athletic director Cunningham de tourner la page et de démarrer un nouveau chapitre tout en sauvant son poste, hein, on va pas se le cacher. Sauf que Brown, en fin d'année, il change d'avis. Il annonce qu'il souhaite rester. Le problème, c'est que Cunningham et les dirigeants, ils n'en voulaient plus de Brown. Brown, c'est un coach de 73 ans, vétéran, certes une légende de l'université, mais aussi un coach qui venait souvent se plaindre du manque d'investissement financier des donateurs, surtout pour le staff, les infrastructures, et les contrats de sponsoring pour les joueurs. Les dirigeants, alors, qu'est-ce qu'ils se voient obligés de licencier Brown? Et ça provoquait un véritable tollé à l'université, tant la figure de Brown était respectée. Surtout que Cunningham, il avait déjà commencé sa recherche de nouvel entraîneur depuis cette défaite, depuis la première annonce de Brown, comme quoi il voulait prendre sa retraite. À la mi-novembre, alors que la liste est déjà longue, là, par contre, il y a un gros nom qui vient s'ajouter, celui de Bill Belichick. Car à travers son agent, il fait parvenir à un ami de la famille, le sénateur de Floride Marco Rubio, son intérêt pour le poste à North Carolina. Rubio, de Floride, il appelle alors son copain Tillis, sénateur de la Caroline du Nord, pour lui parler de Bill Belichick et de son envie de rejoindre les Tar Heels. Tillis, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le recteur de l'université, sauf que le recteur de l'université, il pense que c'est une blague, il n'en croit pas un mot. Par contre, quand il comprend et quand les dirigeants de l'université comprennent que c'est réel, que cet intérêt est réel, là, par contre, ça devient sérieux. Et surtout qu'ils paniquent un peu, ils savent que Belichick, il vient avec une méthode, il vient avec un palmarès, il vient avec des exigences énormes, donc là, avec les donateurs, il va falloir parler gros billets. Surtout que Belichick, il avait la réputation d'être très méticuleux dans son mode opératoire. Et il y a eu une rumeur comme quoi Belichick, il aurait transmis aux dirigeants de l'université de North Carolina ce qu'il appelle un manifesto de 400 pages, plutôt une bible, où il détaillait son projet pour l'équipe de foot. Donc, la vérité, c'est que bien avant l'intérêt de Belichick, l'athletic director, Cunningham, lui voulait plutôt un autre étudiant, un ancien étudiant de l'université, Arthur Smith, le coordinateur offensif des Pittsburgh Steelers. Smith, par contre, c'était en fin de deuxième partie de saison, à NFL, il se voyait pas au milieu de rumeurs, donc en fait, il ferme la porte et il dit non à son université, en fait. Et là, qu'est-ce qu'il fait?
Alors que Smith ferme la porte à l'université, cette même porte s'ouvre en grand pour Belichick. Le 30 novembre, téléconférence entre les administrateurs dans le conseil d'administration de l'université. Ils discutent les possibles candidats. Une liste de 30 noms est donnée. On parle de Jeff Monken de Army, de John Sumrall de Tulane, on parle de Matt Campbell de Iowa State. Des très bons entraîneurs. Sauf que plusieurs membres du board sont catégoriques. Belichick est la seule option. C'est celui qu'on veut. Forcément, l'argument du CV, du palmarès de Belichick, la répercussion économique de cette arrivée, l'attention des médias nationaux, internationaux, la vente de tickets, les abonnements, la renégociation de droits télé. Bref, c'était une véritable aubaine pour l'université. Un peu comme le Deion Sanders à Colorado, d'accord? Parce que toute cette attention, en fait, ça attire aussi l'attention de possibles recrues de joueurs du lycée ou d'autres universités. D'autres membres du board, du comité directeur de l'université, sont plus réticents à voir Belichick à Chapel Hill. Ils mettaient en doute sa capacité à s'adapter à la NCAA, savoir qu'il n'a pas d'expérience à NCAA, c'est un poste différent, c'est une énergie différente, et surtout, il n'était pas sûr de son implication. Est-ce que Belichick n'allait pas retourner en NFL si une offre se présentait? Début décembre, la rumeur Belichick enfle. Les autres candidats décident alors d'annuler leur entretien parce qu'ils pensent que ils ne vont avoir aucune chance face à Belichick. Pour eux, les jeux sont faits. Et même si Belichick n'était pas l'option numéro 1 du directeur athlétique, Bubba Cunningham, ce dernier, il allait être mis de côté. Il allait être exclu du processus de sélection par le conseil d'administration, qui prenait le relais et l'entière responsabilité du choix du prochain entraîneur. Les médias étaient totalement focalisés sur Belichick. Cunningham, alors, il se voyait un peu attrapé dans une situation difficile et il n'avait pas d'autre choix que de tout faire pour recruter Belichick, sinon il allait devenir la risée de tout le monde. La grande majorité des fans des Tar Heels étaient super excités, forcément, d'avoir Belichick, mais une partie était toutefois défavorable à cette arrivée. Il parlait encore une fois l'âge de Belichick. Pourquoi remplacer un coach de 73 ans par un autre de 72? Ça n'avait aucun sens pour eux. On continue dans le temps. 5 décembre, Belichick rencontre les dirigeants de l'université à New York, alors qu'il était en vacances. Cette première réunion, elle n'aboutit sur rien. Les dirigeants de l'université, ils ont encore des doutes toutefois sur l'implication de Belichick. Et est-ce qu'il est vraiment sérieux? Est-ce que cet intérêt est sérieux? Le problème, c'est que Cunningham et le conseil d'administration, ils sont dos au mur. La rumeur est si grande, ça a fait fuir tous les autres candidats. Belichick, c'est la seule option possible, malgré toutes les incertitudes qui venaient avec. C'était Belichick ou rien. Les négociations, alors, elles vont débuter très vite. Une offre a été faite dès le lendemain, le 6 décembre. 2 jours plus tard, plusieurs membres du conseil d'administration, mais pas Bubba Cunningham, ils prennent un avion direction le Massachusetts, où ils vont se réunir avec Belichick dans son bureau. Et là débutent 5 jours de négociations très intenses. Et j'insiste sur le mot intense, car les demandes de Belichick sont énormes pour une université de la taille de North Carolina. Un salaire annuel qui était le double de celui de Mack Brown. Il demande une autonomie pour gérer le programme comme il le souhaite, en fait. Il veut plus de fonds pour former son staff. Il veut que son fils Steven et Brian, enfin ses 2 fils en fassent partie, mais surtout que Steven, et il y a une rumeur qui dit qu'ils veulent que Steven soit son successeur. D'accord? Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Et surtout plus de fonds pour les contrats de sponsoring pour les joueurs. D'accord? Le NIL, le NIL. Problème en plein milieu de ces négociations, Belichick il fait une apparition chez son copain Pat McAfee, comme il en avait l'habitude, confirmant les négociations avec UNC, l'université de North Carolina. Ce geste était calculé, parce qu'il savait très bien qu'en faisant cette apparition, il mettait toute la pression sur l'université. Et là alors, Cunningham et compagnie, ils travaillaient contre la montre, surtout auprès des donateurs. Il faut obtenir les fonds nécessaires pour satisfaire toutes les demandes de Belichick. Des demandes si onéreuses que le conseil d'administration, ils acceptaient et ils puisaient directement dans les fonds de l'université.
Et ils augmentaient le budget alloué à la section football de 25%. Du jamais vu. Du jamais vu. Après 5 jours de négociation, donc le 11 décembre, Belichick dit oui. Il accepte l'offre de North Carolina. Et il est présenté dès le lendemain à l'université. Interrogé le jour de la signature, Cunningham, il reconnaissait que cette embauche était un risque, mais que l'université était convaincue que ça allait être un retour sur investissement et qu'ils allaient progresser, grandir, gagner plus d'argent. Bref, vous me comprenez. Malgré la signature d'un tel nom et de l'euphorie qui envahissait cette petite bourgade de 60 000 habitants, il y avait toujours des haters qui continuaient à mettre en doute l'implication et les capacités de Belichick. Comme on a dit, à NFL, tout est carré, tout est organisé de A à Z. Le college football, NCAA, c'est plus la jungle, surtout à l'heure de recruter. Il faut faire des visites, il faut voyager tout le temps, il faut faire des vidéoconférences, il faut faire visiter le campus aux joueurs, il faut les interviewer, il faut les convaincre. Il faut surtout convaincre les donateurs de lâcher les billets en fait pour offrir des contrats de sponsoring qui est de la spéculation contre les autres universités. Donc c'est un métier à part, ça n'a rien à voir avec la NFL. Passons à la question, pourquoi Belichick choisit North Carolina? À l'époque de la signature, j'avais écrit un article sur mon blog. Encore une fois, vous pouvez trouver le lien dans la description. Pourquoi North Carolina pour Belichick? Pourquoi pas une autre université? Plusieurs raisons. Un hommage à son père. C'est vrai que Belichick, il était au chômage, il voulait un nouveau défi. Et comme j'expliquais, son père avait été entraîneur ou assistant à North Carolina. Bon, c'était dans les années 50, mais bon. Bill était tout petit, il avait 2-3 ans. Et apparemment, il racontait qu'il passait beaucoup de temps à Chapel Hill à cet âge-là. Comme je dis aussi, il n'y avait pas d'offre de NFL, hein, soyons honnêtes. Si une franchise NFL avait fait une offre à Belichick, il serait NFL, il n'aurait pas atterri à NCAA. Une autre raison, c'est son intérêt pour la NCAA. Lors de son année sabbatique, il passait beaucoup de temps à suivre son fils Steven, qui était alors coordinateur défensif à l'université de Washington. Et il affirmait que ce qu'il voyait, les discussions qu'il avait avec les coachs, ça lui donnait des idées. D'accord? Une autre raison, je pense que c'est l'autonomie. Belichick, il cherchait un endroit où il pouvait construire son propre programme, avec son propre staff, et tout faire à sa façon. Chose qui est impossible à NFL, avec l'influence du manager général, du président, du propriétaire, c'est impossible à NFL. Et c'est pour ça qu'il choisissait d'aller à NCAA et aussi dans une université un peu plus modeste que d'autres, car c'est un peu pareil s'il partait dans une université du standing de Georgia, Ohio State, Alabama par exemple. Il n'aurait jamais eu cette liberté, cette autonomie. Beaucoup de critiques, il y avait beaucoup de critiques sur la signature de Belichick à North Carolina. Beaucoup disaient que il se critiquait l'âge en fait. Belichick, il a 72 ans. C'est un projet à court terme. Pourquoi commencer une carrière à NCAA à 72 ans? Après plus de 48 ans à NFL, d'accord? Quelle était la raison? Le problème, c'est que Belichick, il veut pas prendre la retraite. Il veut continuer à jouer. Il expliquait qu'il adorait le foot. Il adore construire une équipe, préparer des matchs, développer des jeunes joueurs. C'est son truc. Il adore ça. Après, la critique, comme on a dit, c'est ça, comme son implication. Comme il a ce qu'ils appellent en anglais un buy-out, c'est-à-dire une clause libératoire. Est-ce que vraiment Belichick dirait non à une offre de la NFL? On sait très bien qu'il y a des postes qui pourraient se libérer dans quelques mois, celui des Cleveland Browns, celui des New York Jets. Est-ce que Belichick sera capable de dire non à ces offres si jamais il y a offre? Pas sûr, pas sûr. Après, je pense que il est quand même très impliqué. Il veut vraiment faire quelque chose en North Carolina. Le fait qu'il ramène dans ses valises un ancien dirigeant des Patriots, Michael Lombardi, c'est un ami proche aussi, et Lombardi était nommé manager général du programme de la section foot US de l'université de North Carolina. C'est plutôt rare à NCAA. Il n'y a pas ce poste n'existe pas. Mais encore une fois, ça prouve la volonté de Belichick de professionnaliser encore plus, ou un peu plus, la section football de cette université.
Et comme j'ai dit avant, le fait d'ajouter ses 2 fils dans le staff laisse penser que peut-être un d'eux pourrait lui succéder. Surtout si ça marche. Si ça marche, s'il y a des bons résultats, s'il gagne des titres, Belichick, Bill, le père, pourrait prendre sa retraite et un de ses fils pourrait prendre le relais. Et bon, on ne sait pas, ça pourrait marcher. Beaucoup critiquaient aussi son manque d'expérience. On est fou. Bon, c'est vrai que le calendrier est difficile, il ne s'arrête jamais, d'accord? Il y a saison régulière, play-off, l'intersaison à préparer. La partie la plus difficile, c'est celle du recrutement, parce que là, ça s'arrête jamais. C'est 365 jours à l'année pour essayer d'enrôler, de recruter des joueurs du lycée et d'autres universités. Ça requiert une énergie incroyable et beaucoup d'heures de travail. Et à 72 ans, Belichick, il a peut-être pas la même énergie que d'autres coachs. Une autre critique, ce sont ses autres projets. Dans son contrat avec North Carolina, il lui a été permis de continuer à faire des apparitions dans les émissions de ses copains, de Pat McAfee Show, de Manning Cast, des frères Manning, et tout en continuant à coacher en même temps. Et là, pas sûr que les fans de l'université de North Carolina, des Tar Heels, soient à 100% en faveur de ses apparitions. Une autre critique, c'était sur sa petite amie, Jordan Hudson. Depuis 2024, Belichick a une relation avec une jeune femme de 25 ans qui est 50 ans plus jeune que lui. Ok, donc là, forcément, la différence d'âge, c'est l'objet de beaucoup de blagues, de critiques dans les médias. Beaucoup soulignent surtout la présence trop grande, invasive de Hudson, de sa partenaire un peu partout. Il y a surtout une interview il y a quelques semaines sur la chaîne CBS qui tournait au fiasco et qui faisait le tour du monde. Alors qu'il était invité pour parler de la sortie de son nouveau livre, sa partenaire, sa fiancée Hudson, elle agissait un peu comme un agent ou un conseiller de communication. Elle interrompait la conversation quand le journaliste posait des questions un peu trop personnelles sur leur vie privée. Par exemple, comment ils se sont rencontrés. Des sources proches de l'université révélaient aussi que Jordan Hudson a passé beaucoup de temps sur le campus, beaucoup trop pour eux. Et apparemment, elle gérait beaucoup de communication avec les médias de Belichick. Elle était même inclue apparemment dans des communications par email. Elle aurait aussi, apparemment, on ne sait pas si c'est vrai, mais apparemment c'est elle qui aurait posé son veto à la participation de l'université au programme Hard Knocks. Et la boîte de production de la NFL, tout comme l'université, ils étaient super intéressés, mais elle a dit non. Et Belichick donc a acquiescé. Les donateurs aussi sont un peu inquiets de l'image donnée dans les médias de Belichick par sa fiancée. Ils font les gros titres pour des mauvaises raisons. Donc ils critiquent un peu la présence de Hudson sur le campus. Et apparemment, il y a une rumeur qui dit qu'ils auraient demandé sa mise à l'écart, qu'elle soit expulsée du campus. Donc en fait, le fait d'avoir, en plus de sa petite amie, ses 2 fils désormais engagés, rémunérés par l'université, ça alimentait encore plus de critiques. Il critiquait une espèce de népotisme qui avait été toléré par l'université et son administration. Imaginez, le buzz était si important que le manager général, Michael Lombardi, il devait faire des apparitions dans les médias pour calmer tout le monde et essayer de faire taire les critiques. Même cette pré-saison, en conférence de presse, Belichick il se faisait interroger sur sa compagne. Imaginez le niveau. Mais lui, il insistait que voilà, elle avait aucune influence dans son travail, mais que pour lui, c'était comme une muse. Voilà. Quel romantique ce Bill. Et par contre, il y avait plusieurs voix qui s'élevaient pour défendre Belichick. Le sénateur Tillis, le sénateur de North Carolina, il soulignait la figure du coach, la réputation de l'homme, tout ce que signifiait cette arrivée pour l'université de North Carolina. C'est un énorme pas en avant. On pense aussi, il y a d'autres entraîneurs qui étaient d'ailleurs des anciens assistants de Belichick qui sont venus à son secours. On pense à Jedd Fisch, actuel entraîneur des Washington Huskies, l'université de Washington, qui était entraîneur des quarterbacks sous Belichick à New England.
Lui, il voit Belichick réussir sans problème. Il souligne son statut de coach élite, un des meilleurs de l'histoire. Il y a aussi Bill O'Brien, l'entraîneur de Boston College, qui lui était un autre ancien assistant de Belichick à New England. Lui, il allait encore plus loin. Il disait que cette arrivée, c'était une excellente nouvelle pour le college football, pour le football US universitaire, et surtout aussi pour la conférence ACC, parce que c'est une conférence, c'est vrai, qui avait perdu un peu de sa superbe depuis plusieurs années. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous a plu et à la semaine prochaine pour un autre épisode.